Chapitre 20. Vronsky occupait une isba finnoise spacieuse et propre, séparée en deux par une cloison. Petritsky habitait aussi avec lui au camp. Il dormait lorsque Vronsky et Yashvin entrèrent. « Lève-toi, assez dormi !» dit Yashvin en passant derrière la cloison et en secouant par l'épaule Petritsky, les cheveux en broussailles, la figure enfouie dans son oreiller. Petritsky se mit brusquement à genoux et promena ses regards autour de lui. « Ton frère est venu !» dit-il à Vronsky. « Il m'a réveillé, le diable l'emporte, et il a dit qu'il reviendrait. » Et remontant sa couverture, il se rejeta sur son oreiller. « Mais laisse-moi donc !» dit-il, se fâchant contre Yashvin qui rabattait sa couverture. « Laisse !» Il se retourna et ouvrit les yeux. « Dis-moi plutôt ce qu'il faut que je boive. J'ai un goût ignoble dans la bouche, et... »« De la vodka, il n'y a rien de mieux, » dit Yashvin de sa voix grave. « Terestchenko, de la vodka et des concombres pour ton maître, » cria-t-il, visiblement satisfait d'écouter sa propre voix. « De la vodka, tu crois ?» lui demanda Petritsky en faisant la grimace et en se frottant les yeux. « Tu en prendras ? Si tu bois avec moi, d'accord. »« Vronsky, tu prends un verre ?» dit Petritsky, en se levant et en s'enveloppant dans une couverture tigrée. Il alla sur le seuil de sa porte, leva les bras en l'air et entonna en français. « Il était un roi de Tuulé. »« Vronsky, tu prends un verre ?»« Va te promener, » dit Vronsky, qui endossait une tunique que lui présentait son valet de chambre. « Où vas-tu » lui demanda Yashvin. « Tiens, voilà ta troïka, » ajouta-t-il, en apercevant la calèche qui approchait. « Aux écuries, et il faut aussi que je voie Briansky au sujet des chevaux, » dit Vronsky. Vronsky avait effectivement promis d'aller voir Briansky, à diverses de Petershov, et de lui apporter de l'argent pour ses chevaux. Il espérait avoir le temps d'y passer. Mais ses camarades comprirent tout de suite qu'il n'allait pas par là. Petritsky, tout en continuant à chanter, fit un clin d'œil et une moue qui semblait dire « Nous connaissons ce Briansky-là. » « Ne te mets pas en retard, » se borna à dire Yashvin, et, pour changer de conversation, « Que fait mon Rouen ? Il se conduit bien ?» demanda-t-il en regardant par la fenêtre. Il parlait du timonier, qu'il avait vendu à Vronsky. « Attends !» cria Petritsky à Vronsky, qui sortait. « Ton frère a laissé une lettre pour toi, et un billet. » « Une minute. Où sont-ils » Vronsky s'arrêta. « Eh bien, où sont-ils donc ? Où sont-ils ? Voilà la question, » déclama solennellement Petritsky, en pointant son index devant son nez. « Mais dis-moi, c'est stupide, » dit Vronsky en souriant. « Je n'ai pas fait de feu. Ils sont donc ici, quelque part. Assez de sottises. Où est cette lettre ? Non, je t'assure. J'ai oublié, ou bien j'ai rêvé. Attends, inutile de te fâcher. Si tu avais bu 4 bouteilles, comme moi hier, tu ne te rappellerais même pas où tu as couché. Attends, cela va me revenir. » Petritsky passa derrière la cloison et se recoucha. « Voilà, j'étais couché comme ça. Il était là. Oui. Là voilà. » Petritsky sortit une lettre de dessous son matelas. Vronsky prit la lettre et le billet. C'est bien ce qu'il attendait. Des reproches de sa mère pour n'être pas allé la voir, et un billet de son frère, qui lui disait qu'il avait besoin de lui parler. Vronsky savait que c'était toujours le même sujet. De quoi se mêle-t-il ? Songea Vronsky, et, froissant les lettres, il les glissa entre les boutons de sa tunique, pour les relire plus attentivement en chemin. Dans l'entrée de l'isba, il croisa 2 officiers, dont l'un appartenait à son régiment. Le logement de Vronsky était toujours le lieu de rencontre de tous les officiers. « Où vas-tu ? » ?»« Il faut que j'aille à Peterhof. »« Est-ce que le cheval est arrivé à Tsarkoye ? » ?»« Oui, mais je ne l'ai pas encore vu. »« On dit que Gladiateur, de Makotine, what ? » »« Quelle bêtise ! Et comment ferez-vous pour courir avec cette boue ?
dit l'autre. Ah, voici mes sauveurs, s'écria Petritsky en apercevant les arrivants. Son ordonnance se tenait devant lui, avec de la vodka et un concombre salé sur un plateau. Yashvin, que voici, m'a ordonné de boire pour me rafraîchir les esprits. Vous avez fait un beau tintamarre hier soir, dit un des officiers. Nous n'avons pas fermé l'œil de toute la nuit. Oui, nous avons fini en beauté, raconta Petritsky. Volkov est grimpé sur le toit, parce qu'il disait qu'il se sentait triste. Alors j'ai dit, en avant la musique, une marche funèbre. Et il s'est bel et bien endormi sur le toit, au son de la marche funèbre. Bois, bois, il le faut. Ensuite tu prendras de l'eau de seltz, avec beaucoup de citron. Dit Yashvin, pensé au-dessus de Petritsky, comme une mère faisant avaler un remède à son enfant. Ensuite, un peu de champagne, une demi-bouteille. Voilà un homme d'esprit. Attends, Vronsky, nous allons boire. Non, adieu, messieurs, je ne bois pas aujourd'hui. Pourquoi? Tu t'alourdis? Eh bien, nous boirons sans toi. Apporte de l'eau de seltz et du citron. Vronsky! Cria quelqu'un, alors qu'il était déjà dans le vestibule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais te faire couper les cheveux, sinon ils vont t'alourdir, surtout sur ta calvitie. De fait, Vronsky commençait à perdre ses cheveux. Il se mit à rire gaiement en montrant ses belles dents et, rabattant son képi sur l'endroit dégarni, sortit et monta dans sa calèche. « Vos écuries !» dit-il. Il fit un geste pour prendre ses lettres afin de les relire, puis se ravisa. Il ne voulait pas se distraire avant d'avoir vu son cheval. Plus tard. Chapitre 21. L'écurie provisoire, une baraque en planche, était construite juste à côté du champ de course, et son cheval devait y être amené la veille. Il ne l'avait pas encore vu. Ces derniers jours, il ne l'avait pas monté lui-même, mais l'avait confié à l'entraîneur, et il ignorait totalement dans quel état la bête était arrivée. À peine était-il descendu de sa voiture que son palefrenier, son groom, comme on l'appelait, reconnaissant de loin sa calèche, appela l'entraîneur. Un Anglais sec, en hautes bottes et jaquette courte, une touffe de poils sur le menton, vint à sa rencontre en se dandinant gauchement, les coudes en dehors, à la façon des jockeys. « Comment va Froufrou » lui demanda Vronsky, en anglais. « All right, sir » répondit la voix de l'anglais, quelque part dans sa gorge. « Il vaut mieux que vous n'y allez pas » ajouta-t-il en soulevant son chapeau. « Je lui ai mis une muselière et la bête est agitée. Vous feriez mieux de ne pas y aller, cela m'inquiète. »« Si, j'y vais. J'ai envie de la voir. »« Allons, » dit l'anglais, toujours sans ouvrir la bouche et en fronçant les sourcils et balançant ses coudes, il partit en avant, de son pas incertain. Ils entrèrent dans la petite cour qui précédait les baraquements. Le garçon de service, un gamin bien mis en veste blanche et à l'air éveillé, vint au-devant d'eux, un balai à la main, et les suivit. 5 chevaux occupaient les stalles de la baraque, et Vronsky savait qu'ici même devait se trouver son principal concurrent, Gladiateur, de Makotine, un alezan de 2 archines et 5 verchocs. Vronsky désirait encore plus voir Gladiateur que Froufrou, car il ne le connaissait pas. Mais il savait que les règles de bienséance observées par les hommes de cheval lui interdisaient de le voir et même de poser les questions à son sujet. Tandis qu'il longeait le corridor, le gamin ouvrit la porte de la seconde stalle de gauche, et Vronsky aperçut un cheval robuste, à la robe rousse et aux jambes blanches. Il savait que c'était Gladiateur, et avait le sentiment d'un homme qui se détourne d'une lettre ouverte qui ne lui était pas adressée. Il tourna la tête et s'approcha de la stalle de Froufrou. « Ici, c'est le cheval de Mac... Impossible de prononcer ce nom, » dit l'anglais par-dessus son épaule, en montrant de son doigt à l'ongle sale la stalle de Gladiateur. « Makotine ? Oui, c'est mon seul concurrent sérieux. Si c'était vous qui le montiez,
Je parierais fort pour vous, dit l'anglais. Froufrou est plus nerveuse, et lui, plus fort, dit Vronsky, en souriant du compliment. Dans les courses d'obstacles, tout est dans la tenue, dans le pluck, dit l'anglais. Du pluck, c'est-à-dire de l'énergie et de l'audace. Vronsky non seulement sentait qu'il en avait assez, mais ce qui lui était beaucoup plus important. Il était fermement persuadé que personne au monde ne pouvait en avoir plus que lui. Êtes-vous sûr qu'une forte sudation n'est pas nécessaire ? Non, répondit l'anglais. S'il vous plaît, ne parlez pas à haute voix. Elle s'agite, ajouta-t-il, en faisant un signe de tête dans la direction d'une stalle fermée devant laquelle il se tenait, et où l'on entendait la jument piétiner sa litière. Il ouvrit la porte, et Vronsky entra dans le box faiblement éclairé par une petite fenêtre. Une jument béfoncée qui portait une muselière foulée de ses sabots la paille fraîche. Dans le demi-jour du box, Vronsky détailla une fois encore du regard les formes de son cheval préféré. Froufrou était de taille moyenne, et on eût pu trouver à redire à ses formes. D'ossature étroite, son poitrail était saillant, sa poitrine resserrée. La croupe était légèrement fuyante, et les jambes d'avant, et surtout celles d'arrière, gagneuses. Les muscles des jambes n'étaient pas particulièrement forts, mais par contre, elle avait les flancs très larges, ce qui frappait maintenant, après l'entraînement, vu la maigreur de son ventre. Les os de ses jambes, de face, ne semblaient pas plus épais qu'un doigt, mais paraissaient extrêmement larges de côté. À part les flancs, on l'eût dit creusée de côté et comme aspirée de l'intérieur. Mais elle avait une qualité qui faisait oublier tous ses défauts. Cette qualité était le sang. Un sang qui parle, comme disent les Anglais. Les muscles qui faisaient saillie sous un réseau de veines irriguant une peau fine, mobile et lisse comme du satin, semblaient aussi durs que des os. Sa taille fine, aux cheveux gais, brillants, à fleur de tête, s'élargissait au chanfrein avec ses naseaux dilatés à la membrane injectée de sang. Tout son corps, et surtout sa tête, avait une expression à la fois énergique et tendre. C'était une de ces bêtes auxquelles la parole semble manquer uniquement parce que la conformation de leur mâchoire ne s'y prête point. Vronsky eut du moins l'impression qu'elle comprenait tout, ce qu'il ressentait, en la regardant. Dès qu'il fut entré dans son box, elle aspira profondément et jeta aux arrivants un regard oblique de son œil injecté de sang, en secouant sa muselière et en dansant d'un sabot sur l'autre avec souplesse. « Vous voyez comme elle est agitée » dit l'anglais. « Oh, ma belle, oh » dit Vronsky, en s'approchant de l'animal pour essayer de le calmer. Mais plus il s'approchait, plus elle s'agitait. Lorsqu'il fut près de sa tête, elle s'apaisa brusquement et ses muscles se mirent à tressailler sous sa peau tendre et fine. Vronsky flatta de sa main son encolure ferme, remit en place une touffe de la crinière rejetée de l'autre côté du garrot étroit et approcha son visage des naseaux dilatés et fins, comme une aile de chauve-souris. Elle aspira bruyamment et rejeta l'air par ses naseaux distendus, frissonna, dressa ses oreilles effilées et avança ses lèvres noires vers Vronsky, comme pour l'attraper par la manche. Mais, se souvenant de sa muselière, elle secoua la tête et recommença à piétiner le sol de ses jambes fines. « Calme-toi, ma belle, calme-toi, » lui dit-il, après lui avoir encore caressé la croupe. Et il quitta le box, tout heureux, avec le sentiment que la bête était en forme parfaite. L'inquiétude de la jument s'était communiquée à Vronsky. Il sentait que le sang lui renflouait au cœur et il lui venait l'envie de bouger, de mordre. C'était à la fois effrayant et amusant. « Je compte sur vous, » dit-il à l'anglais. « À 6h30 sur le terrain. »« Tout sera prêt, » dit l'anglais. « Mais où allez-vous, milord » demanda-t-il subitement, en employant ce titre de « my lord », dont il n'usait presque jamais. Vronsky leva la tête d'un air étonné et regarda l'anglais comme il savait le faire, non dans ses yeux, mais au front. Il semblait surpris de la hardiesse de sa question. Mais, comprenant que l'anglais, en lui posant cette question, parlait non à son maître, mais au jockey, il répondit « Il faut que je passe chez Briansky. Je serai chez moi dans 1 heure. »
Combien de fois me posera-t-on cette question aujourd'hui, songea-t-il. Et il rougit, ce qui lui arrivait rarement. L'Anglais le regarda attentivement et, comme s'il savait où Vronsky allait, ajouta « Le plus important est de rester calme avant la course. Soyez de bonne humeur et ne vous laissez abattre par rien. » « All right », répondit Vronsky en souriant et, montant rapidement dans sa voiture, il se fit conduire à Peterhof. Il avait à peine fait quelques pas que les nuages qui depuis le matin annonçaient la pluie envahirent le ciel et que l'averse tomba. « C'est ennuyeux », songea Vronsky en relevant la capote de sa calèche. Il y avait déjà de la boue, maintenant cela va être un véritable marais. Se trouvant seul dans sa calèche fermée, il prit la lettre de sa mère et le billet de son frère pour les lire. Oui, c'était toujours la même chose. Tous, sa mère, son frère, tous jugeaient utile d'intervenir dans ses affaires de cœur. Cette intrusion lui inspirait de l'animosité, sentiment qu'il éprouvait rarement. Cela ne les regarde pas. Pourquoi chacun estime-t-il son devoir de se préoccuper de moi? Et pourquoi me harcèle-t-il? Parce qu'il voit qu'il y a là quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si cela avait été une liaison mondaine banale, habituelle, ils m'auraient laissé en paix. Ils sentent qu'il y a là quelque chose d'autre, que ce n'est pas un amusement et que cette femme m'est plus chère que la vie. Cela, ils ne peuvent le comprendre et ils en éprouvent du dépit. Quelle que soit et quelle que doive être notre destinée, nous l'avons faite et nous ne nous en plaignons pas, se dit-il, se joignant à Anna dans le mot « nous ». Ce n'est pas à eux de nous apprendre à vivre. Ils n'ont même pas idée de ce qu'est un bonheur pareil. Ils ne savent pas que sans cet amour, il n'y a pour nous ni bonheur, ni malheur, ni même de vie, songeait-il. Il se fâchait d'autant plus contre l'indiscrétion de tous ces gens qu'au fond, il sentait qu'ils avaient raison. Il sentait que l'amour qui le liait à Anna n'était pas un entraînement momentané qui passerait, comme passaient les liaisons mondaines, qui ne laissaient de traces dans la vie de l'un et de l'autre que des souvenirs agréables ou désagréables. Il sentait le côté poignant de sa situation et de celle d'Anna, toute la difficulté exposée aux yeux du monde, comme il l'était, de cacher leur amour, de mentir et de tromper, et de mentir, tromper, ruser et de penser constamment aux autres, quand la passion qui les unissait était si violente qu'ils oubliaient tous deux tout ce qui n'était pas leur amour. Il se remémora distinctement toutes les occasions, si fréquentes, où il lui fallut user du mensonge. Tellement contraire à sa nature, il se rappela surtout la honte de cette nécessité de ruser inspirée à Anna, et qu'il avait plusieurs fois surprise chez elle. Et il éprouva un sentiment étrange qui l'envahissait de temps en temps depuis le début de sa liaison avec Anna. C'était un sentiment d'aversion. Était-ce pour Alexis Alexandrovitch, pour lui-même, ou pour le monde entier? Il ne le savait pas au juste. Mais il repoussait toujours ce sentiment étrange. En cet instant encore, il se secoua et reprit le cours de ses pensées. Autrefois, elle était malheureuse, mais fière et tranquille. Aujourd'hui, elle ne peut être ni tranquille, ni digne, quoiqu'elle n'en laisse rien voir. Oui, il faut en finir, décida-t-il à part lui. Et pour la première fois, il lui vint clairement à l'idée qu'il fallait mettre fin à ce mensonge et que le plus tôt serait le mieux. Il faut qu'elle et moi, nous quittions tout et allions nous cacher quelque part, seuls, avec notre amour, se dit-il. Chapitre 22. L'averse ne fut pas de longue durée, et, tandis que Vronsky terminait sa course, au grand trot du timonier, entraînant les chevaux de volée qui galopaient à bride abattue dans la boue, le soleil avait reparu, et les toits des villas,
Les vieux tilleuls des jardins des deux côtés de la rue principale luisaient d'un éclat humide. L'eau dégouttait gaiement des feuilles et coulait des toits. Il ne pensait plus aux dégâts que la pluie pouvait causer sur le champ de course. Maintenant, il se réjouissait en songeant que, grâce à cette pluie, il la trouverait sûrement à la maison, et seul, car il savait qu'Alexis Alexandrovitch, récemment revenu des eaux, n'avait pas quitté Pétersbourg. Content de la trouver seule, Vronsky, ainsi qu'il faisait toujours pour attirer moins d'attention, descendit avant le petit pont et fit le reste du chemin à pied. Il n'entra pas par le perron qui donnait sur la rue, mais par la cour. « Ton maître est-il arrivé » demanda-t-il au jardinier. « Non, madame est là. Mais veuillez entrer par le perron, les domestiques vous ouvriront, » répondit l'homme. « Non, je vais passer par le jardin. » Et, persuadé qu'elle était seule et désirant la surprendre à l'improviste, car il n'avait pas promis de venir aujourd'hui, et elle ne pouvait songer qu'il viendrait juste avant les courses, il se rendit à la terrasse qui donnait sur le jardin, et maintenant son sabre, et en marchant avec précaution sur le sable du sentier bordé de fleurs. Vronsky avait oublié tout ce qu'il pensait en chemin de la lourdeur et la difficulté de sa situation. Il pensait seulement qu'il allait la voir dans un instant, non plus en imagination, mais vivante, tout entière, telle qu'elle était en réalité. Il montait déjà, en appuyant toute la plante du pied pour ne pas faire de bruit, l'escalier en pente douce de la terrasse, lorsqu'il se rappela soudain ce qu'il oubliait toujours, et ce qui était l'aspect le plus douloureux de ses rapports avec Anna, son fils, avec son regard interrogateur et, à ce qu'il lui semblait, hostile. Ce gamin était la principale entrave à leur relation. Lorsqu'il était là, ni Vronsky ni Anna non seulement ne se permettaient de rien dire qu'ils n'eussent pu répéter devant tout le monde, mais même de faire allusion à ce que le gamin n'aurait pu comprendre. Ils ne s'étaient pas donné le mot, cela s'était fait de soi-même. Ils auraient jugé offensant pour eux-mêmes de tromper cet enfant. Devant lui, ils parlaient comme de simples connaissances. Pourtant, malgré ses précautions, Vronsky rencontrait souvent le regard perplexe et attentif du petit garçon posé sur lui. L'enfant, tantôt affectueux, tantôt gêné et distant, faisait preuve en sa présence d'une timidité étrange et d'une grande inégalité d'humeur, comme s'il avait senti qu'entre cet homme et sa mère existaient des rapports sérieux, dont la signification lui échappait. De fait, Serge sentait qu'il ne pouvait comprendre ces rapports, et il s'efforçait sans y parvenir de s'expliquer les sentiments qu'il devait avoir pour cet homme. Avec l'intuition des enfants, il voyait clairement que son père, sa gouvernante, sa bonne, non seulement n'aimait pas Vronsky, mais le considérait avec terreur et dégoût, quoiqu'il ne parlasse jamais de lui, et que sa mère le regardait comme son meilleur ami. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui est-ce ? Comment faut-il aimer ? Si je ne comprends pas, c'est ma faute, ou le fait que je suis un enfant bête et méchant, songeait le petit. De là venait son air interrogateur, inquisiteur, méfiant, et la timidité et les sautes d'humeur qui gênaient tellement Vronsky. La présence de cet enfant faisait naître immanquablement en Vronsky ce sentiment d'aversion irraisonné qu'il éprouvait depuis quelque temps. La présence de cet enfant inspirait à Vronsky et à Anna un sentiment semblable à celui du navigateur qui voit sur sa boussole que la route où il avance si rapidement s'écarte du droit chemin, et qu'il n'a pas la force d'arrêter le mouvement, que chaque minute l'éloigne de plus en plus, et que s'avouer qu'il s'est fourvoyé équivaut à s'avouer qu'il est perdu. Cet enfant, avec son regard naïf devant la vie, était la boussole qui leur montrait qu'il s'éloignait du droit chemin. Ils en étaient conscients, mais ne voulait pas en convenir. Ce jour-là, Serge n'était pas à la maison. Anna était seule, assise sur la terrasse, attendant le retour de son fils, que la pluie avait surpris pendant sa promenade. Elle avait envoyé un domestique et une femme de chambre à sa recherche. Vêtue d'une robe blanche garnie de larges broderies, elle était assise dans un angle de la terrasse, cachée par les fleurs, et ne l'avait pas entendu venir. La tête penchée,
Elle appuyait son front sur un arrosoir oublié de la balustrade et qu'elle retenait de ses belles mains, dont les bagues étaient si familières à Vronsky. La beauté de sa tête aux cheveux noirs et bouclés, de son cou, de ses mains, de toute sa personne, frappait chaque fois Vronsky comme à l'improviste. Il s'arrêta, la regarda avec transport. Et dès qu'il voulut faire un pas en avant, elle sentit son approche, repoussa l'arrosoir et tourna vers lui son visage brûlant. « Qu'avez-vous ? Vous êtes souffrante ?» lui dit-il en français, en venant à elle. Il eût voulu courir, mais se rappelant qu'il n'était peut-être pas seul, il jeta un regard vers la porte vitrée et rougit. Comme il rougissait chaque fois qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à craindre et qu'il devait être prudent. « Non, je vais bien, » dit-elle, en se levant et en serrant fortement la main qu'il lui tendait. « Je ne t'attendais pas. »« Mon Dieu, comme vous avez les mains froides, » lui dit-il. « Tu m'as fait peur, » dit-elle. « Je suis seule et j'attends Seriodja. Il est allé se promener. Ils vont revenir par là. » Mais quoiqu'elle s'efforçât d'être calme, ses lèvres tremblaient. « Pardonnez-moi d'être venu. Je ne pouvais passer la journée sans vous voir, » reprit-il en français, ainsi qu'il faisait toujours, évitant le vous, trop froid, impossible entre eux, et le tu, dangereux en russe. « Pourquoi pardonner ? Je suis si heureuse. »« Mais vous êtes souffrante ou triste, » poursuivit-il, sans lâcher sa main et en se penchant vers elle. « À quoi pensiez-vous ? » Toujours la même chose, lui dit-elle en souriant. Elle disait la vérité. À chaque moment qu'on lui interrogeait, elle aurait pu répondre à la même chose, à son bonheur et à son malheur. Voici à quoi elle pensait précisément, au moment où il l'avait surprise. Elle se demandait pourquoi, pour les autres, ou pour Betsy par exemple, dont elle savait la liaison cachée avec Touchkevitch. Tout était si facile, et pour elle, si torturant. Cette pensée l'avait particulièrement tourmentée ce jour-là. Elle le questionna sur les courses. Il lui répondit et, la voyant troublée et désireux de la distraire, il se mit à lui raconter, sur un ton parfaitement naturel, tous les détails des préparatifs de la course. « Faut-il ou non lui dire ?» songeait-elle, en regardant ses yeux calmes et affectueux. « Il est si heureux, si occupé de ses courses qu'il ne comprendra pas comme il convient toute l'importance de cet événement pour nous. »« Mais vous ne m'avez pas dit à quoi vous pensiez quand je suis rentré, » dit-il en interrompant son récit. « Dites-le moi, je vous en prie. » Elle ne répondit pas. La tête légèrement inclinée, elle le regardait d'un air interrogateur à travers ses longs cils. Ses yeux brillaient. Sa main, qui jouait avec une feuille arrachée, tremblait. Il s'en aperçut et son visage prit cette expression humble et adorante qu'il avait conquise. « Je vois qu'il est arrivé quelque chose. Puis-je avoir une minute de tranquillité quand je sais que vous avez un chagrin que je ne partage pas ? Parlez, au nom du ciel, » répéta-t-il d'un ton suppliant. « Non, je ne lui pardonnerai pas. S'il ne se sent pas toute l'importance de ceci, il vaut mieux ne pas parler. Pourquoi le mettre à l'épreuve ?» songeait-elle. Elle le regardait toujours et sentait la main qui tenait la feuille trembler de plus en plus. « Au nom du ciel !» répéta-t-il en lui prenant la main. « Faut-il le dire ? Oui, oui, oui. »« Je suis enceinte, » dit-elle lentement, à voix basse. La feuille tremblait de plus en plus dans sa main, mais elle ne le quittait pas des yeux, voulant voir comment il prendrait ceci. Il blêmit, voulut dire quelque chose, mais s'arrêta, lâcha sa main et baissa la tête. Oui, il a compris toute l'importance de cet événement, songea-t-elle, et elle lui serra la main avec reconnaissance. Mais elle se trompait en croyant qu'il attribuait la même importance à elle, la même importance qu'elle à l'événement. À cette nouvelle, le sentiment étrange d'aversion qui venait parfois à Vronsky l'avait envahi avec une force décuplée. Et en même temps,
Il avait compris que la crise qu'il souhaitait était arrivée, qu'on ne pouvait plus rien cacher au mari et qu'il fallait sortir d'une façon ou de l'autre de cette situation fausse. De plus, le trouble d'Anna s'était communiqué physiquement à lui. Il lui jeta un regard humble et attendri, lui baisa la main, se leva et se mit à arpenter la terrasse en silence. « Oui, » dit-il, en venant à elle d'un pas résolu. « Ni vous, ni moi n'avons considéré nos rapports comme un amusement, et maintenant notre sort est décidé. Il faut absolument, dit-il en regardant autour de lui, mettre fin au mensonge dans lequel nous vivons. » « Mettre fin ? Comment cela, Alexis ?» dit-elle doucement. Maintenant, elle était calme, et son visage était éclairé d'un tendre sourire. « Il faut quitter votre mari et unir nos vies. »« Elles le sont déjà, » répondit-elle d'une voix presque imperceptible. « Oui, mais complètement. Complètement. »« Mais comment ? Alexis, dis-moi, comment ?» dit-elle avec une triste ironie, songeant à ce que sa situation avait d'inextricable. Y a-t-il une issue ? Ne suis-je pas la femme de mon mari ? Il y a toujours une issue. Il faut prendre une décision, dit-il. Tout vaut mieux que la situation où tu es. Je vois bien que tu te tourmentes à propos de tout. Et du monde ? Et de ton fils et de ton mari ? Ah non, pas au sujet de mon mari, dit-elle avec un petit rire. Je ne sais plus rien de lui. Je ne pense pas à lui. Il n'existe pas. Tu ne parles pas sincèrement. Je te connais. Tu te tourmentes aussi à son sujet. Mais il ne sait même pas, dit-elle, et soudain une vive rougeur envahit son visage. Ses joues, son front, son cou rougirent et des larmes de honte lui vinrent aux yeux. D'ailleurs, ne parlons plus de lui. Chapitre 23. Vronsky avait déjà essayé à plusieurs reprises, quoique moins énergiquement qu'aujourd'hui, de l'amener à réfléchir à sa position. Mais, toujours, il s'est heurté à cette futilité et cette légèreté de jugement avec lesquelles elle avait répondu aujourd'hui à ses instances. Comme s'il y avait là quelque chose qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas s'expliquer. Comme si, dès qu'elle commençait à en parler, la véritable Anna se disparaissait quelque part en elle-même, laissant la place à une autre femme, étrange, lointaine, une femme qu'il n'aimait pas, qu'il craignait et qui lui résistait. Et cette fois, il avait résolu de parler. « Qu'il sache ou non, dit Vronsky, du ton ferme et tranquille qui lui était habituel. Qu'il sache ou non, peu importe. Vous ne pouvez pas rester ainsi, surtout maintenant. Que faut-il donc faire, à votre avis ? Lui demanda-t-elle avec la même ironie. Elle, qui avait tant redouté qu'il ne prît sa grossesse à la légère, elle était maintenant fâchée qu'il conclût à la nécessité d'entreprendre quelque chose. Tout lui dire et le quitter. Très bien. Mettons que je le fasse, dit-elle. Vous savez ce qui arrivera ? Je peux vous le dire d'avance. Et une lueur mauvaise s'alluma dans ses yeux si tendres l'instant d'avant. Ah, vous aimez un autre homme, et vous avez avec lui une liaison criminelle. Imitant son mari, elle mit l'accent, comme faisait Alexis Alexandrovitch, sur le mot criminel. Je vous avais mis en garde contre les conséquences de votre conduite au point de vue de la religion, de la société et de la famille. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, je ne veux pas livrer à l'opprobre mon nom et celui de mon fils, allait-elle dire, mais elle ne pouvait plaisanter de son fils. Livrer à l'opprobre mon nom. Et encore quelque chose dans ce genre, acheva-t-elle. En somme, il me dira avec ses manières d'homme d'État, clairement et distinctement, qu'il ne peut me laisser partir.
mais qu'il va prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour éviter le scandale. Et il fera calmement, ponctuellement, ce qu'il aura dit. Voici ce qui arrivera. Ce n'est pas un homme, mais une machine, et une machine méchante quand elle se fâche, ajouta-t-elle, en se représentant au même moment tous les détails de la physionomie de son mari, de sa façon de parler, et en lui reprochant comme un crime tout ce qui lui déplaisait en lui. D'autant plus impitoyable qu'elle se sentit tellement coupable envers lui. « Mais Anna, » dit Vronsky d'une voix douce et persuasive, en s'efforçant de la calmer. « Il faut cependant lui parler, et agir ensuite, selon ce qu'il décidera. » « Vous enfuir, alors ? Pourquoi pas ? Je ne vois pas la possibilité de continuer ainsi, et ce n'est pas pour moi. Je vois que vous souffrez. Oui, nous enfuir et m'afficher comme votre maîtresse, dit-elle méchamment. Anna, dit-il d'une voix tendre, pleine de reproches. Oui, reprit-elle, devenir votre maîtresse, et perdre tout. Elle allait encore une fois dire « mon fils », mais elle ne put prononcer ce mot. Vronsky ne pouvait comprendre qu'une nature si forte et si honnête pût supporter cette situation fausse, sans désirer en sortir. Il ne devinait pas que la raison de tout ceci était ce mot « fils » qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Quand elle pensait à son fils et à ses rapports futurs avec une mère séparée de son père, elle éprouvait un tel effroi de ce qu'elle avait fait qu'elle ne réfléchissait plus, mais s'efforçait seulement, comme font les femmes, de se calmer avec de faux raisonnements, en se disant que tout pouvait rester comme par le passé, afin d'oublier la terrible question. Qu'allait-il advenir de son fils ? « Je t'en prie, je t'en supplie, » dit-elle soudain, en lui prenant la main d'une voix toute différente, tendre et sincère. « Ne me parle plus jamais de cela. » « Mais, Anna, jamais. Remets-t'en à moi. Je sens toute la bassesse et toute l'horreur de ma position, mais il n'est pas si facile que tu le penses de prendre une décision. Remets-t'en à moi et obéis-moi. Ne me parle plus jamais de cela. Tu me le promets ? Si. Promets-le-moi. Je promets tout, mais je ne puis être tranquille. Surtout après ce que tu m'as dit, je ne puis être tranquille, si tu ne peux l'être toi-même. Moi ? Fit-elle. Oui, je me tourmente parfois, mais cela passera. Si tu ne m'en parles plus jamais. Je ne m'en inquiète que lorsque tu m'en parles. Je ne comprends pas, dit-il. Je sais, interrompit-elle. Combien il est pénible à ta nature honnête de mentir, et je te plains. Je me dis souvent que tu as gâché ta vie pour moi. Je pensais la même chose à l'instant, dit-il. Comment as-tu pu me sacrifier tout ? Je ne peux me pardonner de te voir malheureuse. Moi, malheureuse ? Dit-elle en s'approchant de lui et en le regardant avec un sourire extasié. Moi ? Et je suis comme un homme affamé à qui on a donné à manger. Peut-être qu'il a froid, que ses habits sont déchirés, qu'il a honte, mais il n'est pas malheureux. Moi malheureuse ? Oh, voici mon bonheur. Elle entendit la voix de son fils qui rentrait, et, embrassant la terrasse d'un coup d'œil bref, elle se leva brusquement. Dans son regard s'alluma une lueur qu'il connaissait bien. D'un mouvement prompt, elle se leva, ses belles mains chargées de bagues, lui saisit la tête, le contempla longuement et, approchant son visage souriant, les lèvres entr'ouvertes, elle embrassa rapidement sa bouche, ses yeux, et le repoussa. Elle voulut s'éloigner, mais il la retint. « Quand » murmura-t-il à voix basse, en la regardant avec transport. « Aujourd'hui, à 1h, » murmura-t-elle. Elle poussa un profond soupir et partit de son pas léger et vif à la rencontre de son fils. La pluie avait surpris Seriodja dans le parc, et il s'était réfugié dans un kiosque avec la bonne. « Alors, au revoir, » dit-elle à Vronsky. « Il va falloir bientôt partir pour les courses. » Betty m'a promis de passer me prendre.
Vronsky, après avoir regardé sa montre, partit précipitamment. Chapitre 24. Lorsque Vronsky avait regardé sa montre, sur la terrasse des Karénines, il était si bouleversé, si préoccupé qu'il avait vu les aiguilles sur le cadran sans comprendre quelle heure il était. Il descendit sur la chaussée et se dirigea vers sa calèche, en marchant avec précaution à cause de la boue. Il était tellement plein de la pensée d'Anna qu'il ne se demanda même pas quelle heure il était, ni s'il avait encore le temps d'aller chez Briansky. Il ne lui restait, ainsi qu'il arrive fréquemment, qu'une mémoire extérieure qui lui indiquait ce qu'il avait décidé de faire en quittant Anna. Il s'approcha de son cocher assoupi sur le siège. Dans l'ombre déjà oblique d'un gros tilleul, resta un moment à contempler les essaims mouvants des moucherons qui tourbillonnaient autour des chevaux en sueur, et, réveillant le cocher, sauta dans sa voiture et se fit conduire chez Briansky. Ce ne fut qu'au bout de 7 verstes qu'il rassembla ses esprits. Il regarda sa montre, comprit qu'il était 5h30 et qu'il était en retard. Ce jour-là, il y avait plusieurs courses. Une course de chevaux de trait, puis une course d'officiers de 2 verstes, une autre de 4, et celle où il courait. Il pouvait y être à temps, mais s'il passait chez Briansky, il n'arriverait qu'à la dernière minute. Et après la cour, ce qui n'était pas convenable. D'autre part, il avait donné sa parole à Briansky. Aussi, décida-t-il de poursuivre et ordonna-t-il au cocher de ne pas ménager les chevaux. Il ne resta que 5 minutes chez Briansky et repartit à fond de train. La marche rapide le calma. Tout ce qu'il y avait de lourd dans ses rapports avec Anna, l'incertitude où les laissaient leur conversation, tout cela lui sortait de l'esprit. Il pensait maintenant à la course avec un plaisir mêlé d'émotion, calculait qu'il arriverait à temps et, par moments, l'attente du bonheur du rendez-vous de la nuit suivante jetait un vif éclat dans son imagination. La pensée de la compétition prochaine l'envahissait. À mesure qu'il pénétrait plus avant dans l'atmosphère des courses, dépassant les équipages qui s'y rendaient des villes voisines et de Pétersbourg. Il n'y avait plus personne chez lui. Tout le monde était parti, et son valet de chambre l'attendait sur le pas de la porte. Tandis qu'il se changeait, le domestique lui dit que la seconde course était déjà commencée, que beaucoup de gens étaient venus s'inquiéter de lui et que le lad était venu 2 fois des écuries. Après s'être changé sans précipitation, jamais il ne se dépêchait ni ne perdait le contrôle de soi-même. Vronsky se fit conduire aux baraques. De là, on voyait déjà une mer d'équipages, de piétons, de soldats entourant le champ de course, et les tribunes grouillantes de monde. La seconde course était vraisemblablement commencée, car au moment où il entra dans l'écurie, il entendit un son de cloche. En chemin, il croisa Gladiateur de Macotine, au pelage roux et aux jambes blanches, emmené à l'hippodrome couvert d'un caparaçon orange et bleu, dont les oreilles, bordées de bleu, paraissaient énormes. « Où est Corde ?» demanda-t-il au palefrenier. « À l'écurie. On selle votre cheval. » Dans le box ouvert, Froufrou était déjà scellé. On allait la faire sortir. « Je ne suis pas en retard ? » « All right. Tout va bien, » dit l'anglais. « Ne vous tracassez pas. » Vronsky jeta un dernier coup d'œil aux formes gracieuses de Froufrou, qui tremblait de tout son corps et, s'arrachant avec peine à ce spectacle, sortit de la baraque. Il arriva aux tribunes au moment le mieux choisi pour ne pas se faire remarquer. La course de 2 verstes allait s'achever, et tous, les yeux étaient fixés sur un chevalier garde en tête du peloton, et sur un hussard de la garde impériale qui le suivait. Tous deux pressaient leurs chevaux de toute leur force en approchant du poteau. Du milieu et des bords du cercle, tout le monde s'était rassemblé près du poteau d'arrivée,
et un groupe de chevaliers-gardes exprimaient avec des exclamations bruyantes leur joie du triomphe attendu de leurs camarades. Wronski se glissa inaperçu au milieu de la foule, juste au moment où retentissait le son de cloche qui mettait fin à la course. Et le chevalier-garde, un homme de haute taille, tout couvert de boue, arrivé premier, se laissa aller sur sa selle et relâcha les rênes de son étalon gris, trempé de sueur, qui respirait lourdement. L'étalon, raidissant péniblement les jarrets, ralentit la marche rapide de son grand corps, et le chevalier-garde, comme un homme qui s'éveille après un mauvais rêve, regarda autour de lui et sourit avec effort. Une foule d'amis et de curieux l'entoura. Wronski évita avec soin le public choisi et élégant, au maintien réservé, qui circulait et causait librement devant les tribunes. Il savait qu'il y avait là Anna et Betsy, et la femme de son frère, et c'était à dessein pour ne pas se laisser distraire qu'il ne s'en approchait pas. Mais, à tout instant, les amis qu'il croisait l'arrêtaient, lui narraient les détails des courses précédentes et lui demandaient pourquoi il était en retard. Tandis que les vainqueurs étaient conviés dans la tribune d'honneur pour y recevoir les prix et que tout le monde se dirigeait de ce côté, le frère aîné de Wronski, Alexandre, un colonel à épaulettes, homme de petite taille, aussi trapu qu'Alexis, mais plus beau et de teint plus vif, avec un nez rouge d'ivrogne et un visage ouvert, le rejoignit. « Tu as reçu mon mot ?» dit-il. « On ne te trouve jamais. » Alexandre Wronski, malgré sa vie de débauche et son penchant pour l'alcool que nul n'ignorait, était un courtisan accompli. En cet instant, s'entretenant avec son frère au sujet d'un sujet pénible, et sachant que les yeux pouvaient être fixés sur lui, il offrait un visage souriant, comme s'il plaisantait avec Alexis. « Oui, je l'ai reçu, et vraiment, je ne comprends pas de quoi tu t'inquiètes, » dit Wronski. « Je m'inquiète de ce qu'on m'a à l'instant fait remarquer quand tu étais absent et qu'on t'a rencontré à Peterhof lundi dernier. Il y a des affaires qui ne relèvent que de ceux qu'elles intéressent directement. Et celles dont tu te préoccupes, dans tes... Oui, mais alors, on ne reste pas au service. Je te prie de ne pas te mêler de ça, c'est tout. » Le visage renfrogné d'Alexis Wronski pâlit, et sa mâchoire inférieure se mit à trembler, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Homme au cœur excellent, il se fâchait rarement. Mais lorsqu'il se fâchait, et lorsque son menton se mettait à trembler, il était dangereux. Alexandre Wronski le savait et sourit gaiement. « Je voulais seulement te transmettre la lettre de maman. Réponds-lui et ne t'énerve pas avant la course. Bonne chance, » ajouta-t-il en souriant, et il s'éloigna. Mais aussitôt après, Wronski fut accosté encore une fois. « Tu ne reconnais plus tes amis ? Bonjour, mon cher, » lui dit Stepan Arcadievitch, qui, dans la société élégante de Pétersbourg, ne brillait pas d'un moins vif éclat qu'à Moscou, et, avec son visage coloré, ses favoris peignés et pommadés. « Je suis arrivé hier, et suis ravi d'assister à ton triomphe. Quand nous voyons-vous ? » « Passe demain aux messes, » lui dit Wronski. Il lui serra, et s'excusant, la manche de son paletot et se rendit à l'intérieur de l'hippodrome, où l'on amenait déjà les chevaux pour la course d'obstacles. Les palefreniers emmenaient les chevaux harassés et couverts de sueur qui venaient de courir, et, l'un après l'autre, arrivaient les chevaux frais de la course suivante, pour la plupart des chevaux anglais, bien sanglés, qui ressemblaient avec leur carapaçon à d'immenses et étranges oiseaux. Sur la droite, on amenait la belle et mince Froufrou, avançant l'un après l'autre d'une démarche élastique ses pâturons allongés. Non loin d'elle, on notait le caparaçon de gladiateur dont les oreilles étaient plantées très en arrière. Les formes pleines, harmonieuses et parfaites de l'étalon avec sa croupe majestueuse et ses pâturons très courts, juste au-dessus du sabot, attirèrent malgré lui l'attention de Wronski. Il voulut rejoindre son cheval, mais il fut retenu encore une fois par un ami. « Ah, voici Karénine !» lui dit son interlocuteur. « Il cherche sa femme. Elle est dans la tribune. Vous ne l'avez pas vue ?»« Non, » répondit Wronski, et, sans se retourner vers la tribune où on lui avait désigné Anna,
il s'approcha de Froufrou. Il avait à peine eu le temps d'examiner la selle où il y avait quelque chose à rectifier, qu'on appela les concurrents pour trier les numéros. 17 officiers, avec des visages sérieux, la plupart fort pâles, se réunirent près de la tribune et tirèrent leur numéro. Vronsky eut le numéro 7. « En selle !» cria-t-on. Sentant qu'il était, avec ses concurrents, le point de mire de toute l'assistance, Vronsky, dans un état de tension qui lui rendait habituellement son calme et sa lenteur de mouvement, se dirigea vers Froufrou. Cord, en l'honneur des courses, avait revêtu son costume de cérémonie. Une jaquette noire boutonnée, un col empesé qui lui remontait les joues, un chapeau noir et rond et des bottes à l'aiguillère. Il était, comme toujours, calme et grave, et, planté devant son cheval, le tenait lui-même par les deux brides. Froufrou continuait à trembler comme si elle avait la fièvre. Son œil plein de feu lança un regard de côté à Vronsky qui s'approchait. Vronsky passa le doigt sous la sangle. La jument eut un regard oblique, montra les dents et dressa les oreilles. L'Anglais fronçait les lèvres dans une ébauche de sourire en voyant qu'on vérifiait son sellage. « Montez, vous serez moins agité, » dit-il. Vronsky se retourna une dernière fois pour regarder ses rivaux. Il savait que pendant la course, il ne les verrait plus. Deux d'entre eux se dirigeaient déjà vers le point de départ. Galtsin, un des concurrents les plus dangereux, ami de Vronsky, tournait autour d'un étalon béquille, ne se laissant pas monter. Un petit hussard de la garde, en pantalon étroit, faisait un temps de galop, se pelotonnant comme un chat sur la croupe de son cheval pour imiter les Anglais. Le prince Kouzovlev, qui était blême sur sa jument pur sang des haras de Gabrov, qu'un Anglais conduisait par la bride. Vronsky et tous ses camarades connaissaient Kouzovlev et ses particularités, des nerfs faibles et un terrible amour-propre. Ils savaient qu'il avait peur de tout, qu'il redoutait de monter un cheval de rang, mais précisément parce qu'il avait peur, parce que des gens se rompaient le cou et qu'à chaque obstacle se tenait un docteur, une ambulance et une sœur de charité, il avait décidé de participer à la course. Leurs regards se rencontrèrent, et Vronsky lui fit un clin d'œil amical et approbateur. Il n'y en avait qu'un seul qu'il ne voyait pas, son concurrent le plus sérieux, Makotine, sur Gladiateur. « Ne vous dépêchez pas, » dit Cord à Vronsky, « et souvenez-vous bien de ceci. Ne la retenez pas aux obstacles et ne la pressez pas non plus. Laissez-la faire comme il lui plaît. » « Bien, bien, » dit Vronsky, en prenant les rênes. « Si vous le pouvez, menez la course, mais ne perdez pas courage avant la fin, même si vous êtes le dernier. » La jument n'avait pas eu le temps de bouger, que Vronsky, d'un mouvement ferme et souple, avait mis son pied à l'étrier d'acier dentelé et s'était assis légèrement sur la selle au cuir grinçant. En glissant son pied droit dans l'étrier, il avait, d'un geste habituel, égalisé entre ses doigts les doubles rênes. Cord lâcha prise. Froufrou allongea le cou et tira les rênes. Elle semblait se demander de quel pied partir. Elle oscilla comme sur des ressorts en balançant son cavalier sur son dos flexible. Cord, pressant le pas, suivait Vronsky. La jument, nerveuse, tirait les rênes tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, essayant de prendre son cavalier en défaut, et Vronsky s'efforçait en vain de la calmer de la voix et de la main. Ils s'approchaient déjà de la rivière endiguée et se dirigeaient vers le point de départ. Les uns précédaient les autres, suivaient. Les uns précédaient, les autres suivaient Vronsky. Soudain, il entendit derrière lui, sur la piste boueuse, le galop d'un cheval, et Makotine le dépassa sur son gladiateur aux oreilles écartées et aux jambes blanches. Makotine sourit en montrant ses longues dents, mais Vronsky le regarda d'un air courroucé. Il ne l'aimait pas en temps ordinaire et, en cet instant, il le considérait comme son rival le plus dangereux. Aussi
était-il furieux qu'il eût passé au galop devant lui en effrayant son cheval. Froufrou prit le galop de la jambe gauche, fit 2 bonds et, irrité d'être tenu par les brides, adopta un trot saccadé qui secouait son collier. Cord fronça les sourcils et courait presque sur les traces de Vronsky, de sa démarche claudicante. Chapitre 25. « 17 officiers prenaient part à la course. Ils devaient suivre la grande piste de 4 verstes et de forme elliptique qui passait devant la tribune. 9 obstacles y étaient dressés. Une rivière, une barrière pleine, haute de 2 toises, juste avant la tribune. Un fossé à sec, un fossé rempli d'eau, une côte, une banquette irlandaise, 2 obstacles les plus difficiles, constitués par un remblai garni de fascines, derrière lequel, invisible pour le cheval, se trouvait encore un fossé, de sorte que la bête devait ou sauter les 2 obstacles à la fois, ou se tuer, puis 2 fossés à sec, un dernier fossé plein d'eau, et la fin de la course, juste en face des tribunes. La course ne commençait pas dans l'enceinte, mais 100 toises plus loin, et sur cet espace se trouvait le premier obstacle, la rivière endiguée, que les cavaliers pouvaient à volonté sauter ou passer à gué. À 3 reprises, les cavaliers s'alignèrent, mais chaque fois un des chevaux prenait la tête et il fallait recommencer. Le colonel Sestrine, qui présidait au départ, commençait déjà à se fâcher. Enfin, il s'écria pour la 4e fois « Partez !» Et les cavaliers s'élancèrent. Tous les yeux, toutes les lorgnettes étaient braquées sur le groupe bariolé des coureurs, tandis qu'ils approchaient des tribunes. « Et voilà, ils ont passé !» entendit-on de tous les côtés, après le silence de l'attente. Et des groupes et des spectateurs isolés coururent d'un endroit à un autre, pour mieux voir. Dès la première minute, le peloton serré des cavaliers se dissémina, et on les voyait approcher de la rivière, par groupes de 2, de 3, ou l'un derrière l'autre. Pour les spectateurs, ils paraissaient courir tous ensemble, mais les fractions de distance qui les séparaient avaient pour les cavaliers une grande importance. Froufrou, agitée et trop nerveuse, perdit du terrain au début, et plusieurs chevaux la distancèrent. Mais, avant même d'atteindre la rivière, Vronsky, tout en la retenant de toutes ses forces, rattrapa aisément 3 chevaux. Il n'avait plus devant lui que Gladiateur, qui le précédait de toute sa longueur, et, tout en avant, la jolie Diane, qui portait Kouzovlev, plus mort que vif. Pendant les premières minutes, Vronsky ne fut maître ni de lui, ni de sa monture. Jusqu'au premier obstacle, la rivière. Il ne put diriger les mouvements de son cheval. Gladiateur et Diane avançaient côte à côte et, presque au même moment, bondirent au-dessus de la rivière et passèrent de l'autre côté. Froufrou quitta le sol derrière eux aussi aisément que si elle volait. Mais, juste au moment où Vronsky se sentait en l'air, il aperçut soudain, presque sous les pieds de son cheval, Kouzovlev, qui se débattait avec Diane de l'autre côté de la rivière. Kouzovlev avait lâché après avoir sauté, et il avait passé par-dessus la tête de son cheval. Vronsky ne sut ces détails que plus tard. Pour l'instant, il ne voyait qu'une chose, c'est que Froufrou pouvait reprendre pied sur la tête ou sur la jambe de Diane, juste en dessous de lui. Mais Froufrou, comme un chat qui tombe, fit en l'air un effort du dos et des jambes, évita l'autre bête, et poursuivit sa course. « Oh, ma belle !» pensa Vronsky. Après la rivière, Vronsky maîtrisa complètement son cheval et commença à le retenir, projetant de franchir la grande barrière derrière Makotine et d'essayer de le dépasser sur les 200 sagènes en terrain plat qui venaient ensuite. La grande barrière se trouvait juste devant la tribune impériale. L'empereur, toute la cour,
et une foule de gens avaient les yeux fixés sur eux, sur lui et sur Makotine qui le précédait, tandis qu'il s'approchait du diable, ainsi s'appelait la barrière pleine. Vronsky sentait les yeux dirigés de tous côtés sur lui, mais il ne voyait que les oreilles de l'encolure de son cheval, le sol qui courait à sa rencontre, et la croupe, les jambes blanches de gladiateur qui battaient la mesure devant lui et qui restaient toujours à la même distance. Gladiateur bondit, sans rien accrocher, agita sa queue courte et disparut aux yeux de Vronsky. « Bravo !» dit une voix. Au même instant, Vronsky se trouva devant les planches de la barrière. Sans changer le moins du monde son allure, son cheval bondit sous lui. Les planches disparurent, mais il entendit un choc derrière lui. Froufrou, échauffé par Gladiateur qui l'a précédé, avait sauté trop tôt et heurté la barrière d'un de ses sabots de derrière. Mais elle ne ralentit pas. Et Vronsky, recevant en plein visage un paquet de boue, vit qu'il se trouvait toujours à la même distance de Gladiateur. Il aperçut devant lui sa croupe, sa queue courte et ses jambes blanches au mouvement rapide, toujours aussi proches. À l'instant précis où Vronsky se disait qu'il fallait maintenant dépasser Makotine, Froufrou, devinant sa pensée, sans le moindre encouragement, augmenta sensiblement sa vitesse et se rapprocha de Makotine du côté de la corde. Mais Makotine ne lâcha pas la corde. Vronsky avait juste eu le temps de songer qu'on pouvait le tourner aussi par l'extérieur, que Froufrou changea de pied et obliqua. Son épaule, que la sueur foncée, était à la même hauteur que la croupe de Gladiateur. Pendant quelques secondes, ils coururent côte à côte. Mais, juste avant l'obstacle suivant, Vronsky, pour se rapprocher de la corde, travailla les rênes et dépassa Makotine à vive allure en pleine côte. Il vit, en passant son visage couvert de boue. Il lui sembla même qu'il souriait. Vronsky avait distancé Makotine, mais il le sentait derrière lui et entendait son dos, le galop régulier et le souffle saccadé, mais ne descendant nulle fatigue de Gladiateur. Les deux obstacles suivants, un fossé et une barrière, furent franchis aisément, et Vronsky entendit se rapprocher le souffle et le galop de Gladiateur. Il pressa son cheval et sentit avec joie qu'il accélérait sans effort. Le bruit des sabots de Gladiateur s'éloigna. Vronsky menait la course. C'était ce qu'il désirait et ce que lui avait conseillé Cord. Maintenant, il était sûr du succès. Son émotion, sa joie et sa tendresse pour Froufrou ne faisaient qu'augmenter. Il avait envie de regarder en arrière, mais il n'osa pas et essaya de se calmer et de ne plus presser son cheval pour lui conserver les mêmes réserves que celles qui, il le sentait, restaient à Gladiateur. Il ne restait plus qu'un seul obstacle, le plus difficile. S'il le franchissait avant les autres, il arriverait premier. Il approchait à fond de train de la banquette irlandaise. Froufrou l'aperçut en même temps que lui et, tous deux, le cavalier et la monture, eurent un moment d'hésitation. Il remarqua cette indécision aux oreilles de la jument et éleva sa cravache, mais il sentit aussitôt que sa méfiance était sans fondement. La bête savait ce qu'il fallait faire. Elle accéléra et, exactement comme il le prévoyait, prit son élan, s'arracha du sol et s'abandonna à la force d'inertie qui l'emporta loin au-delà du fossé. Puis, avec la même cadence, sans effort, du même pied, Froufrou poursuivit sa course. « Bravo Vronsky !» crièrent des voix dans un groupe. Il savait que ses amis du régiment se trouvaient près de cet obstacle. Il ne put pas ne pas reconnaître la voix de Yashvin, mais il ne le vit pas. « Oh, ma charmante !» dit-il intérieurement à Froufrou, tout en écoutant ce qui se passait derrière lui. « Il a sauté !» songea-t-il en entendant le galop du Gladiateur. Il ne restait plus que le fossé rempli d'eau, de 2 toises de largeur. Vronsky ne le regarda même pas, mais désirant arriver bon premier, il se mit à travailler des rênes un mouvement circulaire qui relevait et abaissait la tête de son cheval au rythme du galop. Il sentait que Froufrou dévorait ses dernières réserves. Non seulement son encolure et ses épaules étaient mouillées, mais la sueur perlait de son garrot, sa tête et ses oreilles effilées. Elle avait le souffle court et saccadé. Mais il savait que ses réserves étaient largement suffisantes pour les 200 dernières toises,
C'était seulement lorsqu'il se sentait plus près du sol ou emporté par un mouvement plus doux qu'il savait qu'elle pressait le pas. Elle sauta le fossé comme en se jouant. Elle vola par-dessus, comme un oiseau. Mais, au même moment, Vronsky sentit avec terreur qu'elle n'avait pas suivi le mouvement du cheval, et qu'en retombant en selle, il avait, de façon impardonnable, inexplicable, porté à faux. La situation avait changé brusquement, et il comprit que quelque chose d'horrible venait de se passer. Il n'avait pas encore pu se rendre compte de ce qui était arrivé, que les jambes blanches de Gladiateur passèrent comme un éclair tout près de lui. Macotine s'éloignait au grand galop. Vronsky toucha terre d'un pied et la jument s'abattit sur ce pied. Il s'était à peine dégagé qu'elle s'effondrait sur le côté, en renâclant lourdement et en faisant de sa fine encolure couverte de sueur de vains efforts pour se relever. Elle palpitait par terre, à ses pieds, comme un oiseau blessé. Le mouvement maladroit de Vronsky lui avait brisé l'échine, mais il ne le comprit que beaucoup plus tard. Pour l'instant, il ne voyait qu'une chose. Macotine s'éloignait rapidement, et lui, il restait là, sur le sol détrempé et immobile, tandis que Froufrou gisait devant lui, respirant lourdement, la tête penchée vers lui, en le regardant de ses beaux yeux sans comprendre encore ce qui était arrivé. Vronsky tira sur la bride. Elle se débattit comme un poisson, faisant grincer les quartiers de la selle. Se dressa sur ses jambes de devant, mais impuissante à soulever son arrière-train, elle s'empêtra aussitôt et retomba sur le côté. Défiguré par la colère, pâle, la mâchoire inférieure tremblante, Vronsky lui donna un coup de talon dans le ventre et tira à nouveau sur les rênes. Mais elle ne bougeait plus, et, le museau enfoncé dans le sol, se contentait de fixer sur son maître son regard parlant. « Ah !» mugit Vronsky en se prenant la tête à deux mains. « Ah, qu'ai-je fait ?» s'écria-t-il. « La course est perdue. C'est ma faute. Une faute honteuse, impardonnable. Et cette malheureuse, cette charmante bête est condamnée. Qu'ai-je fait ?» Les gens, le chirurgien, son aide, des officiers de son régiment accouraient à lui. À son grand désespoir, il se sentait sain et sauf. Le cheval avait l'épine dorsale brisée. Il fallut l'achever. Vronsky ne put répondre aux questions ni parler à personne. Il se détourna et, abandonnant son képi qui avait roulé à terre, il s'enfuit de l'hippodrome, sans savoir où il allait. Il était malheureux. Pour la première fois de sa vie, il devait supporter un malheur accablant, irréparable, et dont il était lui-même la cause. Yajvin le rattrapa pour lui rendre son képi et le raccompagna chez lui. Une demi-heure plus tard, Vronsky s'était ressaisi. Et cette course demeura longtemps pour lui l'un des souvenirs les plus pénibles de son existence.